Très bien, donc nous sommes tous prêts. Donc j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Monsieur le ministre Mounir Mahjoubi à nous rejoindre à la rencontre des territoires. Je vous en prie, installez-vous au centre de nous. Et on est très heureux d'une table ronde parfaitement équilibrée, les hommes et les femmes étant parfaitement représentés aujourd'hui autour de la table. Donc c'est assez rare en matière de numérique, mais d'année en année, on progresse. Donc c'est un vrai plaisir. Donc, merci beaucoup d'être à notre rencontre, à notre écoute. Vous avez souhaité effectivement accorder un temps d'écoute aux territoires ici représentés pour entendre leurs préoccupations, leurs soucis. On est tous rassemblés depuis 2 jours, enfin depuis ce matin et jusqu'à demain, pour travailler sur la République des territoires innovants qui est appelée de nos voeux. Et je vais laisser tout de suite la parole à Karine Deniensauze pour nous présenter les éléments clés d'un travail qu'on a réalisé collectivement avec l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France et France urbaine, sur ce sujet. Merci Céline, bonsoir à tous. Alors je ferai l'économie des salutations qui ont déjà été faites ce matin puisque nous avons ouvert ce matin ce forum. Alors Monsieur le Ministre, je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de ce forum Action des interconnectés. Votre présence est pour cette communauté d'acteurs du changement que sont les territoires innovants un signe fort d'attention. Nous en sommes touchés et honorés. Nous attendons beaucoup de vous, car l'époque de profonde transformation et les enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espace et écosystème de vie l'exigent. C'est aussi évidemment la place de la France dans le XXIe siècle qui est en jeu dans ce qui fait et doit rester notre différence. Nous ressentons chaque jour le devoir d'être moteur de cette transformation territoriale, de cette transition économique, énergétique, sociale, sociétale, par pragmatisme politique, mais par conviction aussi. Et ce qui fonde nos attentes au regard des responsabilités qui sont les vôtres aujourd'hui sont justement ces convictions. Mais la bonne nouvelle est que nos attentes sont associées à un engagement aussi de notre part et d'une proposition qui vise à accélérer notre capacité commune à conduire cette transformation par le numérique en préservant le sens, le progrès et l'accès à chacun à ces nouvelles façons de faire, de vivre et de faire communauté. Alors depuis 15 ans, le réseau des territoires innovants fondé par les associations d'élus France Urbaine et la DCF porte une oreille attentive, crée des temps d'échange et de bonnes pratiques tels que ce forum des interconnectés. Le réseau des territoires innovants est une caisse de résonance des préoccupations des territoires qui ont pris le parti de faire du numérique un levier de transformation et aussi de faire du numérique un sujet politique au sens le plus noble du terme. Alors aujourd'hui, nous ressentons l'urgence de passer à une autre échelle, de changer d'échelle. Et nous pensons qu'une des voies pour y parvenir est de construire la République des territoires innovants en réinitialisant le faire ensemble, État-territoire, pour potentialiser et libérer les forces vives qui sont là et bien présentes. Mais il y a évidemment une condition pour cela, aller dans la même direction et s'accorder sur la marche à suivre. Le manifeste que nous vous remettons aujourd'hui est issu de plusieurs mois de travail et de perspectives croisées. Ce sont d'abord 7 convictions qui nous conduisent à l'action et qui ont fondé celle plus audacieuse de donner forme à cette République des territoires innovants. En tant qu'intercommunalité, communauté de communes, métropole, recouvrant des réalités très différentes, mais aussi des potentialités diverses, nous constatons que le bassin de vie et l'écosystème constitué, au-delà de tout périmètre administratif décrété, est l'environnement le plus propice pour une efficacité de l'innovation et la conduite du changement. La raison est assez simple, c'est le lien de proximité avec les citoyens et les acteurs que l'équation entre les aspirations et les besoins et la force de proposition novatrice, c'est là, dans ce lien de proximité, que nous avons la relation la plus vertueuse et sans doute aussi la moins périlleuse.
Cette transformation par le numérique au travers d'expérimentations, de projets innovants lancés par des territoires est une réalité que nous constatons depuis de nombreuses années maintenant. Et ces initiatives, nous les honorons par des labels qui souvent révèlent très humblement une dynamique publique-privée ou l'originalité d'une idée qui a su se concrétiser pour devenir la réponse à un enjeu particulier à l'échelle d'un territoire. Le passage à l'échelle de cette somme d'initiatives territoriales repose sur une dynamique globale locale ou locale globale qui a matière à être pensée. Et cette diversité territoriale est une force, un atout considérable pour notre pays, à condition de chercher autant que possible la mutualisation lorsqu'elle s'y prête et favoriser des effets d'entraînement croisés, un rapport entre les territoires qui soit apprenant, mais aussi un rapport entre l'État et les territoires qui soient apprenants. L'innovation ouverte, la co-construction, s'inscrire dans une logique d'innovation constante et évolutive sont devenus des standards de fer qu'il faut réussir à inscrire et transposer dans ce dialogue État-territoire. Et c'est là que se pose la nécessité d'une nouvelle gouvernance qui nous conduise les uns et les autres, État, services de l'État et territoire, à partir d'une répartition de nos responsabilités, de nos volontés, dans un état d'esprit de confiance et de réciprocité, à co-construire des axes stratégiques à poursuivre ensemble et surtout une feuille de route à remplir pour accélérer exponentiellement cette transformation par le numérique. Il y a un enjeu de construire des communs dans une logique de plateforme et d'économie d'échelle. Il y a aussi celui de créer une impulsion et des conditions favorables pour lancer des expérimentations qui permettent d'explorer des champs nouveaux en veillant à leur réplicabilité et la collaboration entre territoires de qualité différente sur le modèle européen. La flexibilité réglementaire qui commence à être considérée comme un facilitateur important et qui mérite d'être renforcée aussi parfois encore. C'est cela, l'ensemble des propositions que nous souhaitons vous faire dans ce manifeste qui va vous remettre, mais dès à présent, nous souhaitons surtout ouvrir un dialogue avec un certain nombre de représentants de ces forces vives de territoire, dès maintenant, dès à présent. Merci beaucoup. Alors effectivement, pour illustrer et concrétiser ces aspirations des territoires, nous avons demandé à un certain nombre de représentants de collectivités de tailles différentes de témoigner en quelques mots des grands enjeux et de la manière dont ils souhaitent pouvoir engager ces transformations. Francky Trichet, est-ce que vous pouvez donc nous donner quelques éléments clés qui sont pour vous des axes forts de collaboration pour passer à l'échelle ? Avec plaisir. Avant tout, merci pour cette démarche que je trouve extrêmement intéressante. Premièrement, j'aimerais vous interpeller sur une belle démarche de la French Tech qui se met en place, sur laquelle la France a une vraie fierté dans les territoires. Je peux vous l'avouer et témoigner tous les acteurs qui sont présents. On a des beaux chiffres, 3 milliards de caps de levée de fonds, c'est historique, et tant mieux, c'est bien pour la France, c'est bien pour l'emploi, c'est bien pour nos territoires. Maintenant, je m'interroge sur le mouvement, le rebond, la renaissance, l'adolescence de ces écosystèmes qui font l'écosystème de la France. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on s'essouffle un peu sur ce qu'on appelle les low-tech, excusez-moi un petit peu des expressions, mais ces startups qu'on retrouve à Lisbonne, qu'on retrouve à Paris, à Lyon, à Grenoble et à Nantes, et j'ai l'impression que parfois, on fait la même chose. Et je crois qu'on est à un cap où il faut que la France investisse massivement sur les deep tech. Aujourd'hui, un chiffre, 10 000 startups grosso modo en France, seulement 200 deep tech. C'est à peu près le même ratio à l'échelle mondiale, 150 000 startups, 3 500 deep tech. La France a la chance d'avoir des laboratoires reconnus qui sont extrêmement très forts. Et je trouve, en tout cas dans nos territoires, qu'on manque de symbiose, d'harmonie entre les startups qui sont cette fierté, qui créent de l'emploi, qui font des levées de fonds incroyables, et les laboratoires, les chercheurs. Alors, je peux témoigner, je suis enseignant-chercheur en intelligence artificielle, qui plus est. Donc, je suis un mauvais élève. Et je crois qu'il faut qu'on ait une double démarche, à la fois dans les territoires et au niveau de l'État, pour impulser ces investissements dans les technologies d'aujourd'hui, comme l'IA. Ce que fait M. Vidani, c'est très bien sur l'IA. Mais j'ai envie de dire, c'est presque trop tard. Il faut qu'on ait un cap d'avance, et on se dit c'est quoi demain les grandes technologies prospectives, les grandes plateformes sur lesquelles il faut qu'on crée ces déserts créatifs dans lesquels les chercheurs, les startups, les industriels mettent au point commun, et l'État doit être accélérateur, et ensemble on va y arriver. Et nous, dans les territoires, il faut qu'on arrive à développer des dispositifs où on accélère les chercheurs, les postdocs, et qu'on les sensibilise sur cette culture de l'entrepreneuriat. Deuxième élément, aujourd'hui on assiste à une pénurie de compétences numériques, on se l'avoue.
Je sais, on échange avec Karine souvent sur ces enjeux-là. Dans toutes les métropoles, on est en train de se chasser, malheureusement, entre nous des compétences d'aujourd'hui et on prépare peut-être pas forcément bien les compétences de demain. Comment on peut ensemble travailler collectivement? La Grande École du Numérique, c'est une belle démarche. Il faut qu'on amplifie ensemble pour avoir un grand plan des compétences numériques pour la filière, mais aussi en termes de médiation pour l'ensemble des Français, pour justement emmener tout le monde dans cette histoire. Troisième élément, je crois qu'on a à revendiquer une culture start-up à la française, qui emprunte, je le sais, vos mots, je vous écoute souvent, d'égalité, de solidarité. Il faut qu'on la revendique, parce que je trouve que quelque part, une start-up en France, on a des vraies valeurs sur lesquelles il faut qu'ensemble, on arrive à porter ce message. Deuxième élément, sur ce que je vais appeler, vous avez lancé un bel appel à projet, le gouvernement, sur la labellisation des data centers au niveau des territoires. Je trouve que c'est très bien, mais c'est sur le spectre de l'enseignement supérieur de la recherche. Je trouve qu'on aurait tous intérêt dans la salle, on parle beaucoup des données, à avoir une approche, on va dire, des données d'intérêt général à l'échelle des territoires. Et si on pouvait coupler cet appel à projet pour financer de l'infrastructure data center plutôt orientée sciences, dans lesquelles on va mettre des compétences de sciences, de recherche et des algorithmes en IA, et qu'on puisse à un moment donné embarquer tous les acteurs des territoires, parce qu'on a tous de la donnée, je pense qu'on aurait, on aurait des gains de mutualisation et surtout de compétitivité sur quels sont les algorithmes, quelles données, et sur lesquelles effectivement toute la journée on en a parlé, comment on arrive à accélérer cette big data des territoires sur, encore une fois, de la data d'intérêt général. J'insiste beaucoup là-dessus. Je vous remets d'ailleurs un livre qui a été écrit par un Nantais sur cet enjeu que je trouve intéressant et assez enrichissant. Et dernier élément, pour terminer. Alors vite, très bien. Non mais je vais passer la parole et on y reviendra sur les échanges. Je ne veux surtout pas monopoliser. Merci en tout cas de votre écoute. Merci beaucoup. Effectivement, enjeu aussi universitaire. On est aujourd'hui dans un événement qui se situe au cœur de l'université, donc on partage complètement cette idée de faire le lien sur ces points. Laurence Compara à Grenoble, à la ville de Grenoble, vous êtes élu avec un intitulé qui en dit long déjà sur... Est-ce que vous pouvez le dire directement? Ça va être plus simple. Alors, je suis élue à l'open data, l'accès à l'information, les logiciels libres et l'administration générale. Et encore, c'est la version courte. Et donc, il y a un prisme grenoblois de parti pris autour de ces questions de numérique. Est-ce que vous pouvez donc vous en faire peut-être l'écho ici et les points qui sont pour vous essentiels à défendre sur ce point? Je crois qu'un peu le fil conducteur, ça va effectivement être cette question d'ouverture, d'autonomie numérique, en tant qu'institution, en tant que citoyen, en tant qu'individu, entre nos territoires aussi, d'égalité. Ce fil conducteur qu'on va retrouver dans nos actions, c'est l'inclusion numérique, aussi bien pour les personnes que pour les institutions, et la notion d'égalité entre nos territoires. Et ça, je vais le porter à la fois en tant qu'adjointe au maire de Grenoble, mais aussi en tant que présidente d'Open Data France. Je vais prendre un exemple côté grenoblois, je sais que c'est un sujet auquel vous êtes particulièrement sensible, c'est celui de l'inclusion numérique, qu'on a identifié sur notre territoire, mais comme partout ailleurs, évidemment. Mais j'ai envie de dire, y compris dans une ville comme Grenoble, qui est une ville jeune, qui est une ville très numérique, très nombreux laboratoires, très nombreuses entreprises, même chez nous, on a des personnes qui sont coupées du numérique. Et on a une inquiétude qui est partagée au niveau national sur des risques de rupture des droits du fait de la dématérialisation des procédures publiques. Et donc des inquiétudes et des envies de dépasser ce risque-là, très clairement. Comment ne pas laisser sur le côté nos concitoyennes et nos concitoyens qui, du fait d'une précarité économique et ou de difficultés d'appréhension de ce monde numérique, dont on a parfois l'impression qu'il est coupé de la réalité, mais le monde numérique et le monde réel, c'est la même chose. Et donc, comment ne laisser personne sur le bas-côté? Comment s'assurer que la dématérialisation, qui est un vrai plus en termes de fluidité, en termes d'économie pour nos institutions, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, on en est tous convaincus. On a une évolution des processus qui au final, améliore le service public, mais avec un vrai risque, un risque avéré de rupture dans l'accès aux droits. Et donc des questions qu'on va essayer d'adresser dans nos territoires, mais aussi des questions qu'on va poser effectivement à l'État, du type, en tant que travailleur social, jusqu'où j'ai le droit d'aller dans l'accompagnement en direction des publics en difficulté? Est-ce que j'ai le droit de conserver des mots de passe? Est-ce que je peux les accompagner, saisir une déclaration en ligne, jusqu'à signer virtuellement une déclaration en ligne? Des questions extrêmement pratico-pratiques auxquelles on a besoin de trouver ensemble des réponses. Ce n'est pas se tourner vers l'État pour demander la solution miracle, mais c'est vraiment y réfléchir ensemble. Un autre exemple, c'est plus du côté d'Open Data France, c'est celui de l'égalité des territoires.
On a maintenant tous et tous des obligations en matière d'ouverture des données publiques. Suivant qu'on est une grande ville, une grande métropole ou une petite commune, on n'a clairement pas les mêmes moyens de répondre à ces obligations-là. Donc Open Data France, avec l'appui du gouvernement, a conduit l'année qui vient de s'écouler l'opération Open Data locale, d'accompagnement justement de ces nouveaux acteurs de l'Open Data. Et la question qui se pose très concrètement à nous, c'est, au-delà de cette année, comment continuer à avoir cette dynamique vertueuse d'échange d'expériences où on a toujours des acteurs qui sont extrêmement en pointe, le Grand Lyon en est un, qui continue à nous tirer, à innover, et en même temps comment on réussit à accueillir, à accompagner ces nouveaux acteurs en bénéficiant de l'expérience et de l'expertise qui a été acquise par les pionniers. Voilà les deux questions que je souhaitais vous poser, Monsieur le Ministre. Merci. On va poursuivre donc du côté du Sicoval. Donc on descend dans le sud de la France, sud-ouest. Monsieur Auberti, vous êtes président du Sicoval. C'est un territoire très dynamique avec une IoT Valley, avec des territoires ruraux, mais une grande dynamique industrielle. Aujourd'hui, donc on pourrait se dire tout va bien. Vos préoccupations, quelles sont-elles ? Alors, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, effectivement, vous avez parlé de ce territoire du Sicoval, sud-est toulousain, 34 000 emplois pour 74 000 habitants, donc 4 500 étudiants, 4 pôles d'activité, dont un pôle d'activité particulièrement tourné vers le numérique, premier pôle d'ailleurs d'Occitanie, qui a eu la chance d'accueillir dans sa pépinière une entreprise qui s'appelle Sigfox. Voilà, et qui en fait a drainé autour d'elle effectivement cette IoT Valley qui aujourd'hui porte largement ses fruits et nous permet de développer un écosystème avec, j'allais dire, une démarche extrêmement vertueuse. Alors, comme toutes les intercos, même si je représente sans doute le petit poussé ici des collectivités, nous avons largement travaillé sur l'open data dans beaucoup de domaines de façon extrêmement concertée, avec la métropole, avec le département, maintenant la région Occitanie, puis un certain nombre de syndicats, dans des domaines très divers, du développement durable, les mobilités innovantes, etc. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est particulièrement la question de la formation et de l'enseignement et de l'éducation. Alors la formation, nous avons accueilli et participé à une école régionale de la deuxième chance du numérique, en lien d'ailleurs direct avec les startups de l'IoT Valley, largement soutenue par la région. Et puis nous accueillons aujourd'hui une école qui s'appelle Studialis, qui développe d'ailleurs une formation spécifique en matière de design. Et on sait combien, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre de l'intelligence artificielle sur le big data, les métiers de designer sont de plus en plus importants. Mais ce dont je voulais parler, c'est surtout la préparation de l'avenir pour nos enfants et nos jeunes. Nous développons actuellement un programme de travail extrêmement concerté avec les acteurs du territoire sur l'éducation à l'image. La question de l'IHM notamment, faire en sorte de décrypter, de relever le sens, de prendre de la distance, et puis l'éducation bien évidemment au numérique, à ce qu'on appelle la citoyenneté numérique, qui nous paraît essentielle. Nous travaillons avec une start-up qui est chargée effectivement de réaliser un jeu donc qui permettra de travailler avec les enseignants, avec les éducateurs, les animateurs, avec les parents aussi, une e-brochure donc de parentalité, un travail avec les éducateurs pour les former, un travail aussi d'échange, de formation des parents. Je crois qu'il est très important aujourd'hui que les parents soient accompagnés dans ces démarches-là, et un travail surtout de préparation à l'avenir pour que ces jeunes, ces enfants et ces jeunes soient réellement des acteurs, soient des créateurs sur l'Internet et pas uniquement des utilisateurs passifs, comme on le voit trop souvent aujourd'hui. Cela se fait avec des startups du territoire. Cela se fait avec des entreprises qui créent des data centers. Nous travaillons en partenariat avec Quant in the Box, et donc pour effectivement permettre de développer une box pour les écoles. Et puis, pourquoi pas demain, dans le cadre notamment des nouveaux programmes éducatifs. Et d'ailleurs, nous avons un partenariat avec une association qui est labellisée par le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi pas effectivement multiplier cette expérience sur l'ensemble de notre territoire, sur l'ensemble des écoles et pourquoi pas sur l'ensemble d'autres territoires.
Merci de pointer cette question de la culture numérique et de l'éducation aussi des nouvelles générations. C'est un point effectivement important. On va finir avec vous, Myriam Aliassa. Vous êtes adjointe conseillère municipale, conseillère communautaire à Besançon. Et vous travaillez notamment depuis plusieurs années sur un quartier politique de la ville avec un travail autour du numérique. Donc je vous laisse peut-être exprimer un petit peu ce que vous constatez et les enjeux qui sont les vôtres. Oui, tout à fait. En fait, Planoise, c'est le plus grand quartier populaire de Franche-Comté. Dès 2014, pendant le programme municipal, on a décidé d'axer notre politique autour de la Smart City, autour de l'inclusion numérique, parce que on a remarqué que ce quartier, en fait, au départ avait une ambition initiale justement de décentraliser justement les ressources et de créer un troisième pôle d'activité, et ce fut un échec. Planoise, c'est à peu près 10% de la population de l'agglomération. Il y a 50% des habitants qui ont moins de 30 ans. Ces personnes sont pauvres, mais richement dotées en équipements et services. Ce qu'on a voulu au départ, c'était retourner l'image dégradée du quartier, briser les frontières qui ont été virtuelles et redonner à ses habitants la capacité d'agir sur leur propre avenir. Donc, concrètement, on a créé 2 pôles, un pôle d'excellence numérique avec un bâtiment totem, regroupant 3000 m² avec des startups, etc. On a aussi créé la Fabrique du 10, regroupant Fab Lab, École de la deuxième chance, labellisée Grande École du numérique. Ça a permis justement de revaloriser l'image du quartier, de faire venir des entrepreneurs et de créer un troisième pôle d'excellence dans la ville. On en avait déjà 2 premiers, un autour de tout ce qui est bio avec Thémis, un autre avec la microtechnique, puisque nous sommes une capitale de l'horlogerie et des microtechniques. Mais là, nous allons ouvrir en janvier donc, une maison des services dédiée, centralisée, où nous avons un fort besoin de médiation numérique. Ça rejoint ce que disait notamment Grenoble. Et nous sommes confrontés à des soucis RH, puisque nous avons constaté un énorme besoin de formation des agents, mais aussi des élus. Donc nous sommes assez demandeurs concernant un plan national de la formation des élus, enfin en tout cas encourager les élus et les agents justement à être à jour et pour pouvoir mieux saisir les tenants et les aboutissants. L'autre point aussi, c'était la transformation interne de la collectivité. C'est ça, ça a déjà été le point. Oui, ça a déjà été évoqué durant cette journée, c'est que l'administration aurait besoin d'être un peu disruptée, c'est-à-dire qu'on a une logique de silo, etc. Le temps public ne correspond pas toujours avec le temps privé, et donc ce serait nécessaire de s'inspirer davantage des initiatives territoriales, voire de proposer en co-construction un plan national justement pour accélérer la transformation. Merci beaucoup de ce témoignage, donc qui pointe effectivement des initiatives, mais une difficulté RH de recrutement, aussi de médiateurs. C'est très concret sur le terrain. Voilà, vous avez un petit panel des préoccupations, des projets qui sont portés à l'échelle du territoire. Nous sommes maintenant très attentifs à vos réactions et peut-être à vos propositions. Bon, d'abord, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus participer à ces 2 jours. Merci à vous tous de nous avoir écoutés ce soir. Puis surtout, merci à vous de l'avoir organisé et d'avoir tous essayé de transmettre beaucoup. Là, j'ai quand même eu la chance de pouvoir voir une vingtaine de stands et donc de voir que tous ceux qui sont venus ici sont venus avec une richesse de présentation de leur projet et que tout le monde a beaucoup gagné à l'échange. Bon, moi, je suis heureux de vous retrouver parce que c'est le seul événement où on parle de mes 4 sujets. C'est-à-dire, si on se dit les choses, moi, les 4 priorités de mon ministère, c'est inclusion numérique, transformation de l'État, innovation, accompagnement des startups et transformation de l'économie, et 4, cybersécurité et confiance. Bon, là, on a parlé des 4 sujets tout l'après-midi. Ici, on a parlé plus particulièrement du premier et du deuxième. Je peux vous dire quelques mots là-dessus et ce qu'on peut faire ensemble avec tout ce que vous venez de dire. Sur inclusion. Inclusion, il y a 3 grands éléments. Premier, c'est le réseau. Donc sur le réseau, ce n'est pas négociable, c'est très urgent, on ne va pas bien en France sur le sujet. On a le réseau mobile de qualité, un réseau mobile qui permet de faire la voix et la donnée. On a un sujet sur le haut débit, un sujet sur le très haut débit.
On a fait des annonces avec le président de la République. 2020, une solution pour tout le territoire pour le réseau mobile. Dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, on va enfin avoir l'émergence d'un accord entre les opérateurs et l'ARCEP qui vont nous permettre de tenir ces objectifs. C'est la première fois, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'on y arrive. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, sur le haut débit et le très haut débit, qui a concentré toutes les passions des dernières années, ça y est, on y arrive. 2020, on aura le bon débit partout en France, et le très haut débit pour 2022, c'est une réalité. Toutes les conditions sont réunies, et on va pouvoir avancer. Mais maintenant, on se rend compte qu'un des vrais grands problèmes de l'inclusion numérique, c'est les usages. Un chiffre qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser un service numérique. Alors, ça sert à quoi qu'on numérise nos administrations et nos démarches? Ça sert à quoi qu'on ait des startups et des PME qui se numérisent si on laisse 20% des Français sur le côté? Ça, moi, je le vois quand je fais des déplacements pour parler du deuxième pilier sur la transformation de l'État, je me fais engueuler. Et ils ont raison, les gens, de m'engueuler. On était la semaine dernière dans un service social avec une dizaine de personnes. On parlait de la transformation numérique des démarches. Et les gens me disaient, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir un guichet? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on doit se débrouiller avec notre téléphone et l'ordinateur. Et en fait, si on fait ça, ben les gens ils vont pas les utiliser, ces services numériques. Et donc, on va se prendre 5 à 10 ans de retard dans le progrès, parce qu'en fait, on aura mal inclus les gens dans notre innovation et dans notre progrès, et dans cette vision de transformation. Et donc, on va créer des résistances légitimes. Et c'est la pire des choses, les résistances légitimes, parce que vous ne pouvez pas les combattre par la violence. La seule façon de lutter contre les résistances légitimes, c'est la formation, c'est l'accompagnement. Donc, quelle forme elle peut prendre cette stratégie d'inclusion numérique? Depuis 3 mois, 4 mois qu'on est là, on a lancé une discussion nationale avec tous les acteurs de la médiation numérique, avec tous les représentants des collectivités, avec tous les représentants des administrations déconcentrées. On est arrivé à un endroit où on a l'impression qu'on est en train de se mettre d'accord, qui va nous permettre, à la prochaine conférence nationale des territoires à la mi-décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, annoncer tous ensemble, les associations des collectivités et l'État, que nous rentrons tous dans la phase finale de la stratégie nationale d'inclusion numérique pour qu'au premier semestre 2018, on arrive par département à avoir un schéma qui, identifie le type de public exclu du numérique. Ce n'est pas le même dans le 93 que dans la région, que dans la Meuse. Et donc, il faut qu'on discute. C'est le non-maîtrise de la langue, c'est le grand handicap, c'est le très grand âge, c'est l'isolement social. Il y a plein de raisons de faire partie de ces 13 millions. Mais donc, il faut faire un diagnostic départemental. 2, il faut faire le diagnostic de l'offre d'accompagnement présente. La médiation numérique, c'est aussi un réseau associatif, mais c'est aussi un réseau public avec des administrations qui ont mis en place des lieux d'accueil et de formation. Ce n'est pas le même dans tous les départements. Il y a des départements avec une culture riche de l'association de la médiation, des associations de la médiation numérique. Et dans ce cas-là, elles jouent un rôle majeur et prépondérant. Dans d'autres, c'est le service public qui faisait cet accueil. 3, il y aura l'enjeu de orientation. Il faut que tous les guichets ensemble se mettent d'accord sur comment on identifie ces publics, vers qui on les oriente et qu'est-ce qu'on leur propose. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on doit proposer l'aide d'urgence, l'aide immédiate, l'aide aiguë. C'est-à-dire, je viens avec ma démarche, je viens avec mon login, mon mot de passe, et je vous dis, s'il vous plaît, faites-moi ma déclaration. Ça, il faut qu'on soit capable de l'accueillir et de le faire. Mais ce qui est le plus important, c'est comment quelqu'un qui est venu pour ça, on le fait rentrer dans un processus où on va le former sur une vingtaine d'heures avec des rendez-vous réguliers pour qu'il puisse devenir autonome. Et le 4e point de cette stratégie d'inclusion numérique par département, c'est l'argent. C'est qui met au pot? Au pot, il y a tout le monde qui va mettre au pot. Il va y avoir les services sociaux qui ont tout intérêt, il va y avoir les services déconcentrés de l'État qui ont tout intérêt, il va y avoir les collectivités qui ont tout intérêt, et pourquoi pas même des acteurs du privé qui ont aussi tout intérêt. En fait, on a tous tout intérêt à s'occuper de ces 13 millions de personnes. C'est un intérêt social, c'est un intérêt humain, mais c'est aussi un intérêt très financier et très efficace. C'est-à-dire que ces personnes, si elles peuvent enfin être autonomes avec le numérique, elles vont moins utiliser d'autres accès plus coûteux et elles vont mieux profiter de la vie des services publics et des services privés. Donc cet élément-là, ces moments qu'on va vivre là dans les prochains mois, ils sont essentiels. Jamais les constellations étaient aussi bien alignées. Jamais on a eu le public, le privé, les collectivités, tout le monde qui prend conscience de ce sujet-là. Les associations de la médiation numérique n'ont jamais été aussi bien organisées au niveau national et local. Voilà, c'est le meilleur moment et il ne faut pas qu'on rate cette porte. C'est plutôt bien parti. Donc il faut qu'on y aille pas trop vite, mais objectif,
fin du premier semestre 2018, chaque département a sa solution qui est mise en place et qui peut démarrer. C'est un élément essentiel. Et vous avez parlé des questions de comment on fait. Un des éléments, ce sera le partage. J'ai réuni dans mon ministère une 50aine d'acteurs publics et associatifs. Et c'est drôle parce que l'exemple que vous avez pris, c'était celui que tout le monde a voulu partager, celui de l'engagement, la responsabilité juridique de l'accompagnateur de médiation numérique. Il y avait une association de Paris qui, à force d'avoir cette réflexion, avait fait une démarche d'expertise juridique sur le sujet. Et donc, il a partagé son guide de la responsabilité juridique de l'accompagnateur médiatique à tous les 50 qui étaient présents. Mais si on avait cette vraie organisation là, on pourra le généraliser partout. Voilà, ce billet, j'ai pris du temps pour en parler parce que c'est le plus important de tous. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas faire le reste. Et sur le reste, transformation de l'État, transformation du service public, l'ambition, elle est majeure. 100% d'ici 2022 des démarches numérisées. Mais 100% des démarches numérisées, ça ne veut pas dire qu'on supprime 100% des guichets. Ça veut dire qu'il faut des guichets d'une nouvelle forme. Et donc là, c'est aussi la stratégie d'inclusion qui y répond. Les MSAP, c'est une façon d'y répondre, les maisons de service au public. Mais encore faut-il bien définir ce que c'est la MSAP de 2020, celle qui accueille des publics sur toutes les démarches, celle qui doit aussi permettre le rendez-vous long, celle qui doit permettre aussi l'accueil social. Donc, on a tout ce sujet-là, et là, vous comprenez, avec les exemples que je viens de prendre, que ça se discute que avec les collectivités. Ça se discute que avec ceux qui, au quotidien, reçoivent les publics. Deuxième élément sur la transformation de l'État, c'est qu'est-ce que l'État peut faire pour les collectivités. Tout à l'heure, monsieur m'a pris à partie, m'a fait « C'est vrai cette histoire que vous voulez supprimer France Connect ». Donc, je ne sais pas d'où ça sort. Il faut expérimenter France Connect, et je vous demande de le faire. Parce que c'est la meilleure façon pour vous de vous assurer que les gens vont utiliser votre service. Parce qu'on a parlé des 13 millions qui ne savent pas utiliser. Dans la dernière enquête qu'on a publiée, il y a plus de 50% des gens qui ont dit que c'était dur d'utiliser. Donc, il y a 50% des gens pour qui retrouver un mot de passe différent à chaque service différent, c'est un enfer absolu. Et dans les tests qu'on a fait, un des plus grands raisons du renoncement à l'utilisation d'un service public en ligne, c'est le login et le mot de passe. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent utiliser Internet, mais qui ne vont pas démarrer la procédure parce qu'on ne sait plus trop où il est. Et que quand on rentre sur le processus de se souvenir, c'est jamais le même, ni à Pôle emploi, ni sur Amélie, ni sur... Personne n'a le même processus. Et donc, utiliser France Connect, c'est créer une habitude chez les personnes. Et donc, si elle utilise France Connect pour se connecter à son service public territorial, si elle utilise France Connect pour se connecter aux impôts, les gens vont commencer à connaître leur code. Mais ce qu'on a annoncé avec le président de la République, c'est qu'on va arriver à l'étape d'après, qui est qu'on va proposer une identité numérique nationale pour tous les Français, qui sera universelle, utilisable pour tous les services, qui permettra à une personne de se connecter et d'accéder à tous ses services publics, y compris locaux. Mais pour ça, il faudra que tous vos services que vous créez aujourd'hui soient compatibles avec France Connect. Et c'est la compatibilité avec France Connect qui fera la compatibilité avec cette nouvelle identité qui a un seul but, qui est de faciliter l'expérience numérique des Français et de la sécuriser. Ça, c'est un élément important. Et en même temps, garantir ses données personnelles et sa vie privée. C'est pour ça que cette identité numérique en ligne, elle va avec un meilleur échange des données entre les administrations pour faciliter la vie des personnes, mais aussi un plus grand contrôle de la personne vis-à-vis de ses propres données publiques. Donc elle pourra dire, oui, je demande à ce que mes données du fisc soient utilisées pour pré-remplir ma demande de cantine de cette année, ou non, je vais le remplir à la main, j'ai pas envie de les faire rapatrier ici, j'ai pas envie que ça se fasse. Ce sera tout ça qu'on va traverser tous ensemble les 3-4 prochaines années, c'est l'étape d'après d'un numérique interconnecté, maîtrisé, remis entre les mains des citoyens, et c'est le rôle de l'État de mettre à disposition ce type d'outils aux collectivités. Après, on a plein d'autres sujets qu'on pourra discuter ensemble sur les plateformes de mobilité, sur le service public plateforme, sur la façon dont l'État se transforme en plateforme numérique pour les collectivités, pour tous. Et puis après, là je serai très bref parce que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'accélération de l'innovation c'est essentiel. Il y a tout le sujet de la réinvention, et vous en avez parlé, de la French Tech, du rôle de la French Tech, du rôle des pôles de compétitivité. Et il y a même une question plus philosophique, plus macroéconomique. Est-ce que ça existe encore le secteur du numérique ou est-ce qu'il y a un secteur de la tech qui touche absolument tous les sujets? Moi je ne connais pas un secteur qui s'appellerait l'énergie, qui ne soit pas l'énergie tech et numérique. Je ne connais plus un secteur du transport qui aurait un transport à l'ancienne, qui serait les grosses industries qui fabriquent des voitures en métal, et puis la mobilité numérique. Il y a un grand machin qui est la mobilité, et ça doit être une seule façon de l'animer, de le penser et de le faire. Mais ça veut dire que les prochains mois, on va avoir des grandes discussions sur ces sujets. Et puis sur la sécurité, c'est non négociable. Si jamais on a un acte massif
de hacking ou de fuite de données, comme il est arrivé récemment aux États-Unis, c'est comme tout à l'heure, on se prend 10 ans dans la face. C'est-à-dire que si demain, il y a un grand événement qui fait que les Français ne font plus confiance au numérique, eh ben, on est sûr que les gens feront tout pour qu'on ralentisse et qu'on n'avance pas. Donc c'est pour ça que c'est non négociable, que là, avec l'arrivée du règlement RGPD, qui va vous créer des obligations très lourdes, mais qui va vous créer plus de liberté aussi. C'est ça, les deux en même temps. Eh ben, on sera obligé d'assurer plus de sécurité, plus de transparence sur les données des citoyens, et c'est la condition pour qu'on puisse en faire encore plus demain. Donc vraiment, là, tout ce qu'on a échangé cet après-midi, tout ce qu'on a échangé ce soir, vous voyez que c'est au cœur de tout ce qu'on est en train de faire. La question derrière, c'est comment on va suivre et comment on fait maintenant pour accélérer le rythme. Il faut qu'on le voit dans la vie des gens, il faut que les gens voient les aspects profondément positifs. Il faut qu'on ait traité cette question de l'inclusion. Et puis vous allez voir, tout va se dérouler. Si ces 13 millions-là sont formés au numérique, on aura encore moins de tabous à aller plus loin dans le numérique. Moi, le grand tabou que j'ai, c'est d'aller très loin dans le numérique et de ne pas faire assez d'efforts sur l'inclusion. C'est pour ça que je mets tout sur l'inclusion et tout sur la transfo en même temps, parce que sinon, en fait, on ne peut pas se sentir bien moralement et humainement d'aller à fond dans la transfo numérique en se disant qu'on a laissé de côté ceux qui en ont le plus besoin du service public. Donc voilà, c'est tout cet équilibre-là, que souvent je résume entre performance et humanité, qui fait l'agenda numérique qui doit être le nôtre, quoi. C'est comment on va très vite, tout en pensant toujours à tous. Donc bravo à tous, merci encore. Je serai là à chaque fois que vous discuterez de ces sujets, je ne serai jamais très loin. Et d'ailleurs, une partie de mon job, c'est d'être pas à Paris le maximum du temps. Donc vous me trouverez plutôt partout chez vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Donc on vous remercie beaucoup et vous l'avez entendu, une main tendue des territoires à travailler avec vous pour faire cette transformation ensemble. Je crois qu'on est très clair sur les objectifs, tout à fait raccord. Merci encore. On va clore cette séquence parce que le timing est serré. Je crois que vous avez un TGV à attraper bientôt. Donc on va vous remettre le manifeste si vous voulez bien et faire une photo de groupe pour immortaliser ce moment. Voilà. Est-ce que tu ça, c'est juste la version. Oui, une version à 4. Elle est un petit peu grande, celle-ci. Pas tout à fait numérisée, mais la version normale arrive.